Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le calendrier électoral ne fait pas l'unanimité en République démocratique du Congo. Pour l'opposition, il ne prend pas en compte les préalables légaux, techniques et administratifs. Pour les autorités, il faudra tout de même le respecter. Et retour sur la visite officielle du roi du Maroc, Mohamed VI, en Tunisie. Une vingtaine d'accords bilatéraux devraient être signés entre les deux pays. Nous y reviendrons dans cette édition. Et enfin, au Sénégal, plusieurs étudiants équato-guinéens ont reçu leur diplôme de journaliste reporter d'images. Après une formation complète de 9 mois, ils sont désormais prêts à accéder au marché du travail. Mais d'abord, une centaine de rebelles rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda se sont rendus avec leurs armes ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. Réfugiés dans cette zone depuis 1994, les rebelles des FDLR sont accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis qui a fait au moins 800 000 victimes selon l'ONU. Toujours en République démocratique du Congo, la coalition Sauvons le Congo rejette le calendrier pour les élections locales. Pour ces partis d'opposition, le calendrier proposé par la commission électorale va à l'encontre des discussions organisées sous l'égide de la communauté internationale. Les précisions d'Erika Ouraga. Lundi 26 mai, la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo rendait public le calendrier pour le cycle électoral 2014-2016. Ce calendrier prévoit des élections municipales, locales et législatives à suffrage universel direct en 2015, ainsi qu'une élection présidentielle en 2016. L'élection de sénateurs, de gouverneurs et de députés provinciaux à suffrage universel indirect est également envisagée. Un calendrier contesté par l'opposition. La CENI a reçu le mandat de parachever le cycle électoral commencé le 28 novembre 2011 et non pas privilégier les arriérés du cycle électoral de 2006. Nous pensons qu'il est beaucoup plus judicieux de terminer d'abord le cycle commencé le 28 novembre 2011 par l'élection des députés provinciaux aux élections suffrage universel direct, suivi de leurs indirects, c'est-à-dire la désignation des gouverneurs et des sénateurs. Selon les autorités congolaises, seule la commission électorale indépendante a le droit de décider ou non de la mise en place effective d'un programme électoral. La problématique du calendrier électoral a été totalement confiée à la commission électorale nationale indépendante. Et c'est elle qui, selon la Constitution et la loi, est autorisée à fixer le calendrier électoral après avoir consulté les uns et les autres. Ces consultations ont eu lieu, même ce regroupement Sauvons la Nation a été souvent en contact avec la Commission électorale nationale indépendante. Pour certains candidats indépendants, l'une des priorités serait l'adoption rapide du calendrier électoral afin de permettre des élections générales transparentes et équitables. Vu la situation dans laquelle aujourd'hui notre pays est en train d'évoluer, nous sommes dans une grave crise politique et une grave crise de confiance. Il faudrait absolument que la loi électorale et le calendrier soient adoptés par consensus. Autre priorité, le recensement administratif. Ce recensement devrait se faire avant le déroulement de l'élection présidentielle et des élections législatives prévues en 2016. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite officielle à Tunis depuis ce vendredi. Une première depuis la révolution de 2011. Et ce samedi, il a rencontré le chef du gouvernement, Mehdi Joma. Mais quels sont les véritables enjeux de cette visite? Élément de réponse avec notre éditorialiste Camille Sari. La visite du roi du Maroc en Tunisie marque un intérêt qui est confirmé quand même depuis pas mal d'années. Et je peux même parler de décennies, puisqu'il faut se rappeler que Feu Hassan II avait de bonnes relations avec l'ancien président Bourguiba. Ces deux pays, contrairement à certains dire, ils ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. Et la Tunisie, c'est un marché de 10 millions d'habitants. Il a tout intérêt à s'ouvrir sur un espace maghrébin de 90 millions d'habitants. Et je pense qu'actuellement, les Tunisiens sont tout à fait à même d'être aussi à l'initiative et aussi de promouvoir l'intégration maghrébine et l'unification de la région parce qu'ils sont sur des positions de neutralité dans
tous les conflits que connaissent la région, à savoir le conflit entre le Maroc et l'Algérie. Eux, ils transcendent tous ces conflits et ils sont là pour jouer ce rôle à la fois de médiation, mais aussi de propositions concrètes. C'est officiel, le parti présidentiel Force Nouvelle pour Madagascar, ou HVM, a été lancé ce jeudi sur la Grande Île, même si la Constitution interdit au président Razaona Rimanpian d'être membre d'un parti politique. Ses proches collaborateurs étaient présents lors du lancement. Pour rappel, le chef de l'État s'était présenté à la présidentielle sous la bannière du HVM, qui était alors une association. 19 étudiants équato-guinéens ont suivi à Dakar un stage pratique au métier du journalisme. Ces jeunes ont immergé dans le monde professionnel durant plusieurs mois. Ce samedi, ils ont achevé cette session et ont reçu leur diplôme. Et là, notre correspondant au Sénégal, a suivi cette cérémonie. 19 équato-guinéens en stage au sein du groupe Afrimédia ont reçu ce samedi à Dakar leurs attestations de fin de stage. Après 6 mois de formation au métier du journalisme au Bénin et pendant 3 mois de stage pratique au Sénégal, ces jeunes journalistes ont pu approfondir leurs connaissances et améliorer leurs aptitudes en tant que journalistes reporters d'images. L'objectif étant d'acquérir les instruments nécessaires et indispensables pour produire une information de qualité sur l'Afrique et par les Africains. Les diplômes, c'est bien, mais au début maintenant, l'important c'est de travailler sur le terrain en montrant les Européens, les Occidentaux à niveau mondial, l'autre face de l'Afrique de manière positive. Ces étudiants de la Guinée équatoriale ont bénéficié de l'accompagnement des autorités du pays pour cette formation de 9 mois à la fois théorique et pratique. Pour eux, les ambitions de développement de la Guinée équatoriale passeront aussi par l'avènement de nouveaux types de professionnels des médias polyvalents et en phase avec les évolutions technologiques. Je remercie Africa 24 pour les efforts qui est en train de déployer, en train de faire au niveau de la Guinée équatoriale et surtout cette perspective que j'aurais appelée transfert de technologies et de connaissances pour le pays et pourquoi pas pour l'Afrique. Être au service de l'Afrique est le souhait de ces étudiants. Pour ce faire, ils devront faire montre d'abnégation et d'entrain pour matérialiser les connaissances acquises. Je souhaite vivement que ces étudiants qui ont été formés n'aillent pas dormir à la maison, n'aillent pas ranger leur diplôme dans leur placard, mais qu'ils mettent le diplôme en valeur. Mettre le diplôme en valeur, c'est d'aller dans les structures, de travailler, de montrer ce qu'ils ont appris. Puisque notre continent a beaucoup souffert de la manière dont on présente son image. Et désormais, ces jeunes qu'on forme, c'est eux désormais qui sont le porte-flambeau de ce continent. Ces étudiants, d'abord formés à l'ISMAN, Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel du Bénin, pendant 6 mois et ensuite 3 mois à Subimax de Dakar, sont désormais prêts à affronter le monde de l'audiovisuel. Elle était poétesse, enseignante et militante pour les droits civiques. Maya Angelou, qui fut proche de Martin Luther King, est décédée le 28 mai dernier. Les hommages se succèdent dans le monde et au Sénégal, le poète Hamidou Dia témoigne. Guillaume Durand. Elle était une figure de la lutte pour les droits humains et une inspiration pour beaucoup. À l'heure où le monde salue la mémoire de l'écrivain et militante Maya Angelou, le poète sénégalais Hamidou Dia souligne l'impact qu'elle avait sur la poésie et la littérature africaine. Elle était bien connue en Afrique et notamment au Sénégal, surtout par les hommes et les femmes de ma génération, celle de 1968 et des années consécutives à 68. À cause de l'extraordinaire renouveau que les poètes et le mouvement nord-américain pour les droits civiques ont apporté dans le monde et à cause de l'immense espérance que cela a suscité. Parmi les 30 œuvres publiées au cours de sa vie, son autobiographie « Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage » est considérée comme un classique. Elle raconte son enfance à une époque marquée par la discrimination contre les Noirs dans les années 1930-1940. Hamidou Dia, de son côté, était membre du mouvement poétique, intellectuel et politique connu sous le nom de Négritude et fondé par Léopold Sédar Senghor. Cet ouvrage de Maya Angelou a été une inspiration dans la lutte post-coloniale. Avec elle aussi,
nous avons su davantage que les oiseaux, même en cage, chanteront toujours. C'est-à-dire que nous sommes toujours porteurs d'un rêve de liberté, notamment là où l'oppression est la plus forte. Que l'oppression appelle toujours à la résistance. Et ce mouvement noir-américain, de manière générale, a beaucoup apporté au monde. D'abord, c'est par ce mouvement négro-américain que le mouvement La Négritude est né. Au long de sa carrière, Maya Angelou a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de première femme afro-américaine à écrire un best-seller avec cette œuvre autobiographique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.